Aujourd'hui, on s'attaque à une période qui a littéralement redéfini un pays et même le monde, la Chine sous Mao Zedong. Comment un seul homme a-t-il pu transformer une nation aussi immense? C'est ce qu'on va essayer de démêler ensemble pour mieux comprendre les fondations de la Chine qu'on connaît aujourd'hui. Oui, c'est vraiment la grande question. Parce que pour saisir la puissance de la Chine actuelle, on est obligé de remonter à la source. Et cette source, eh bien, elle est née dans le chaos absolu d'un pays en pleine guerre civile. Alors voilà comment on va procéder. On va suivre le parcours en 5 grandes étapes. D'abord, son accession au pouvoir. Ensuite, les toutes premières réformes. Puis, on parlera du fameux grand bond en avant. Après ça, la révolution culturelle. Et on terminera avec l'après-Mao, une ère complètement nouvelle. C'est parti. Première étape, donc, l'accession au pouvoir. Pour ça, il faut se téléporter en 1945. La Seconde Guerre mondiale vient de se terminer, le monde entier respire un peu, mais pas la Chine. Là-bas, une autre guerre commence, une guerre qui va décider de tout son avenir. Imaginez, le pays est littéralement coupé en deux. D'un côté, on a les communistes de Mao Zedong avec une promesse forte, la terre aux paysans, et de l'autre, les nationalistes de Chiang Kai-shek. Ils avaient fait une sorte de trêve pour combattre le Japon, mais une fois cette menace écartée, eh bien, ils se sont retournés l'un contre l'autre dans une guerre à mort pour le contrôle du pays. Et ça va très, très vite. En à peine 4 ans, l'affaire est pliée. Les communistes gagnent. Le moment clé, c'est le 1er octobre 1949. Là, sur la place Tiananmen, Mao proclame la naissance de la République populaire de Chine. Et les nationalistes, vaincus, ils s'enfuient sur l'île de Taïwan. Et ça, c'est un point super important, parce que cette fuite crée une division qui est encore aujourd'hui même une source de tension mondiale majeure. Allez, on passe à la deuxième partie, les premières réformes. Une fois au pouvoir, le Parti communiste n'attend pas. Le but, c'est de tout changer, de A à Z. Et pour faire ça, il y a un modèle qui semble parfait à l'époque, le grand voisin, l'Union soviétique. Et les premières décisions, c'est un vrai tremblement de terre. D'abord, la réforme agraire. On prend les terres des grands propriétaires et on les donne aux paysans. C'est énorme. Ensuite, une nouvelle loi sur le mariage qui autorise le divorce. Ça bouscule des milliers d'années de tradition. En parallèle, on lance les campagnes dites des 3 anti pour lutter contre la corruption. Et enfin, pour bien marquer le coup, un traité d'alliance est signé en 1950 avec l'URSS. Le message est clair. Cette influence soviétique, on la voit surtout avec le premier plan quinquennal. Là, il n'y a qu'un seul mot d'ordre, l'industrie. Il faut industrialiser le pays et à toute vitesse. On met le paquet sur l'industrie lourde, l'acier, tout ça, même si ça veut dire laisser un peu l'agriculture de côté. Et bien sûr, c'est l'URSS qui aide en envoyant des experts et de la technologie. Et puis là, en 1956, retournement de situation complet. Mao lance un mouvement appelé la campagne des sans-fleurs. Il dit, en gros, allez-y, critiquez le parti, exprimez-vous, que sans fleurs s'épanouissent. Sauf que c'était un piège terrible. Dès que les gens ont commencé à critiquer pour de vrai, la répression a été brutale. Tous ceux qui avaient osé parler ont été repérés, arrêtés, purgés. Une leçon glaçante sur les limites de la liberté. On aborde maintenant la troisième partie. Et là, on entre dans l'un des épisodes les plus sombres de cette histoire. À ce stade, Mao en a un peu marre de suivre le modèle soviétique. Il veut faire mieux, aller plus loin, créer sa propre utopie communiste. Et c'est le début d'une expérience qui va avoir des conséquences dévastatrices. Alors c'est quoi exactement le grand bond en avant? Eh bien, c'est une campagne lancée en 1958. L'idée, elle est complètement folle sur le papier, transformer la Chine en superpuissance communiste, mais genre en quelques années à peine. Pour ça, on collectivise tout, on crée des communes populaires géantes, et on demande même aux paysans de construire des petits hauts-fourneaux dans leur jardin pour faire de l'acier. Et là, le choc entre les objectifs et la réalité, il est juste terrifiant. L'objectif, c'était une utopie, une production qui explose. La réalité, une chute vertigineuse de la production. L'acier fait maison, inutilisable. Et le pire, c'est que pendant que les paysans faisaient ça, ils n'étaient plus dans les champs. Les récoltes se sont effondrées. La conséquence directe, c'est une famine. Une famine monstrueuse entre 1959 et 1961, qui a fait des millions et des millions de morts. Évidemment, après un désastre pareil, même l'autorité de Mao commence à être ébranlée. Pour la première fois, il est ouvertement critiqué à l'intérieur même du parti. Il est obligé de faire un pas de côté. Attention, il reste le chef du parti, mais son pouvoir n'est plus incontesté. Et ça, il faut bien le noter, c'est un tournant majeur. Quatrième partie, la révolution culturelle. Mao a été mis sur la touche, il se sent affaibli. Et comment va-t-il réagir ? Il va vouloir reprendre le contrôle total. Et pour ça, il va lancer une nouvelle campagne, peut-être la plus destructrice de toutes, pour purger ses opposants. C'est le début de la révolution culturelle.
Et au cœur de cette révolution, il y a un objet, le fameux Petit Livre rouge. C'est un recueil des pensées de Mao, mais ce n'est pas juste un livre, ça devient une sorte de Bible. Tout le monde doit l'avoir, le lire, le citer en permanence. C'est la preuve ultime de sa fidélité au grand timonier, comme on l'appelle. Et les cibles, qui sont-elles? En fait, c'est un peu tout le monde. Les intellectuels, les artistes, les professeurs, et même les cadres du parti qui sont soupçonnés de ne pas être assez fidèles. Pour mener cette purge, Mao va s'appuyer sur la jeunesse, les fameux gardes rouges. Il les lâche littéralement sur le pays avec une mission, détruire tout ce qui est vieux. L'idée, c'est de faire table rase du passé. Le résultat, c'est un chaos indescriptible. Des années de violence, de purge, d'humiliation publique, des millions de personnes sont persécutées. Le pays est à genoux. Finalement, vers 1969, c'est l'armée qui doit intervenir pour ramener un semblant d'ordre. Et Mao dans tout ça? Politiquement, il a gagné son pari. Il a écrasé ses rivaux, il a retrouvé son pouvoir absolu. Mais il se retrouve à la tête d'un pays complètement dévasté et traumatisé. Et on arrive à notre dernière étape, l'après-Mao. C'est une nouvelle ère qui commence. Sa mort va être le point de départ d'un virage à 180 degrés pour la Chine. L'année charnière, c'est 1976. Cette année-là, non seulement Mao meurt, mais son premier ministre aussi. Du coup, c'est le vide au sommet du pouvoir. Et une lutte s'engage immédiatement entre deux clans. D'un côté, les plus radicaux, les partisans de la ligne dure, et de l'autre, les pragmatiques, ceux qui se disent qu'il est temps d'arrêter les folies et de reconstruire le pays. Finalement, ce sont les pragmatiques qui l'emportent, avec à leur tête un homme, Deng Xiaoping. Et lui, il va opérer un changement de cap total. C'est simple, sous Mao, la priorité, c'était l'idéologie. Sous Deng, la priorité, c'est l'économie. On passe d'une économie totalement planifiée à des réformes orientées vers le marché. La Chine, qui était fermée sur elle-même, s'ouvre aux investissements étrangers. C'est une autre évolution, mais cette fois, elle est économique. Et c'est comme ça qu'est né ce système si particulier, ce modèle chinois qu'on essaie encore de comprendre aujourd'hui. Le résultat, c'est une sorte d'hybride. D'un côté, on a un communisme politique, le parti unique garde le contrôle absolu, mais de l'autre, on a un capitalisme économique, on ouvre l'économie, on laisse la porte ouverte au marché. C'est ça l'équation de la Chine moderne. Ce qui nous amène à la question finale, le grand paradoxe hérité de tout ça. Comment une nation peut-elle concilier les exigences d'un marché mondial avec tout ce que ça implique d'ouverture et les impératifs idéologiques d'un État communiste avec son besoin de contrôle? C'est vraiment la question qui définit la Chine contemporaine et qui, d'une manière ou d'une autre, continuera de nous concerner tous.